en Thaïlande. Le plan était simple. Je devais porter un costume spécial fait pour dissimuler la drogue que j'avais sur moi. Simple comme bonjour. C'était terriblement grisant. Des voyages à l'étranger, beaucoup d'argent. Ce qui m'intéressait, c'était plus le côté James Bond que le trafic de drogue. Tout ce que j'avais à faire, c'était rentrer chez moi et récupérer l'argent, rien d'autre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pensais que j'étais fini. En 1993, j'avais 26 ans. Vous entendez ça, Steven? Vous aimez la musique, non? Depuis mes 16 ans, je vendais des voitures. C'est du vrai cuir. Bien mieux que votre canapé. Dans mon travail, j'étais un champion. Votre femme est au courant pour cette voiture? Non. Et votre maîtresse? Non. Quand vous concluez une vente, vous êtes déchaîné. Imaginez-vous installé au volant. J'adorais ça. J'adorais, vraiment. Je gagnais bien ma vie. Ça aurait dû me suffire à être heureux. J'avais rencontré une très jolie fille. Elle s'appelait Linda. Et elle était éblouissante. On sortait ensemble depuis 3 mois. Je lui avais demandé de m'épouser. J'avais envie d'un nouveau départ et elle voulait ouvrir un café. Tu sais ce café dont tu rêves? On peut le faire? Je t'aime tellement. J'avais toujours été impatient, toujours à vouloir avancer. Et je ne pouvais pas me contenter de ce que j'avais déjà. J'avais besoin de ce mariage, d'ouvrir ce café avec Linda et d'avoir assez d'argent pour pouvoir investir dans mes propres projets. En fait, à ce moment-là, j'avais besoin d'un apport d'argent très important. Par chance, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une industrie qui pouvait rapporter gros. C'était un de mes amis. Appelons-le Freddy. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Pas mal. Je lui avais vendu des voitures de sport, des engins exceptionnels. On se connaissait depuis longtemps. J'avais toujours envié son mode de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Freddy était un dealer. Mais c'était un type bien. C'était mon ami. Un jour, je lui ai carrément posé la question. J'ai besoin de me faire beaucoup d'argent et vite. Tu penses que tu pourrais m'aider? Écoute, tout va bien dans ta vie et dans ton travail. T'as pas besoin de ça. Si j'avais suivi le conseil de Freddy, ma vie aurait été bien différente. Mais je ne pouvais pas attendre. Je ne voulais pas faire les choses dans l'ordre. Je ne voulais pas jouer selon les règles du jeu. Je voulais désobéir. Je voulais faire un pied de nez à la société et prendre tout ce que je voulais. Je vais le faire, avec ou sans toi. Alors il m'a répondu, d'accord, si tu veux vraiment essayer, tu peux tenter ta chance. Si je te dis d'aller en Thaïlande, de récupérer de l'héroïne là-bas et de la rapporter ici, tu le ferais? Étonnamment, ces mots ne voulaient rien dire pour moi. Dans mon entourage, personne ne prenait d'héroïne. Je ne me rendais pas compte. Qu'est-ce que j'y gagnerais? 200 000 $. Pas besoin d'y réfléchir à 2 fois. Je n'ai pas pensé à ma famille, ni même à ma fiancée. Ça marche. Les conséquences? Quelles conséquences? Bienvenue en Thaïlande. Merci, j'avais un peu voyagé, mais je n'avais jamais rien vu comme la Thaïlande.
Je me suis vite rendu compte que c'était un endroit très particulier. Allô? Comment ça va? Freddy ne voulait pas que je joue au touriste. Mes instructions, regarder la télévision pendant 3 jours. La chambre était bien, mais c'était ennuyeux. Voilà où j'ai passé mon temps. Le plan était simple. Freddy allait venir placer la drogue sur moi. Il avait fait faire un costume spécial, trop large pour moi, qui servirait à cacher le fait que je transportais de la drogue. À mon retour, je devais déposer la drogue dans le coffre d'une voiture garée sur un parking. Rien de bien compliqué. C'était pas sorcier. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, on a frappé à ma porte. C'était Freddy. Salut. Salut. En Thaïlande, Freddy était très professionnel. Il a vidé le contenu du sac sur le lit. Il y avait plein d'affaires de bricolage. Puis, il a sorti les paquets d'héroïne un à un. Je me disais, ça va là, on en a assez, c'est bon. Mais il en a sorti encore 3. Et puis encore un. 13 paquets de drogue. Ça me semblait énorme. Freddy, c'est pas possible. Je peux pas prendre tout ça. Sa réponse, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit... Écoute mon vieux, ce qui rentre pas dans ta veste, ça va dans tes fesses. Donc t'as intérêt à ce que ça rentre. C'est extrêmement décevant de regarder dans les yeux un homme que vous considériez comme un vrai ami et de vous rendre compte qu'il vous voit comme une proie. Vraiment, vraiment glaçant. Il a commencé le travail. Il a installé les blocs autour de mon buste. Et encore, et encore, et encore. Il tirait tellement fort sur le bandage. C'était vraiment très désagréable. On a réussi à installer 12 blocs. Il a coupé le dernier en 2 et il a placé les morceaux au niveau de mon entrejambe, de chaque côté de mes parties génitales. J'étais en sous-vêtements, debout, bardé d'héroïne, et je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais même pas mettre mon pantalon tout seul. Je lui ai demandé si je pourrais aller aux toilettes. Il m'a répondu non. Pour la première fois, j'ai commencé à douter. Mais quand je me suis vu avec le costume, j'étais épaté. J'avais l'air un peu enveloppé, c'est tout. On ne pouvait rien voir de ce que je transportais. Le costume était de bonne facture. La drogue était invisible. Je ne pouvais même pas la sentir. Alors je me suis dit, en fait, ça peut passer. Je peux vraiment le faire. Mais une fois assis dans le taxi, je me suis rendu compte que les morceaux du bloc coupés en 2 étaient tellement serrés qu'ils coupaient ma circulation sanguine. Le vol Bangkok-Sydney allait durer 7h30. Et au bout de 10 minutes de taxi, je ne pouvais plus sentir mes jambes. Ça allait poser problème. Quand je suis arrivé à l'aéroport, impossible de me lever. J'avais trop mal aux jambes. J'avais du mal à respirer. Il faisait très chaud. Les arêtes des blocs commençaient à me rentrer dans la peau. Je ne me sentais pas du tout en confiance.
En soulevant ma valise pour la poser sur le tapis, j'ai senti une déchirure. Pas dans l'emballage de la drogue, mais dans mon corps. Un peu comme si je m'étais déchiré un muscle. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais je ne devais rien en montrer. Pas maintenant, pas ici. J'étais dans un sale état. J'étais tellement en retard que presque tous les autres passagers attendaient déjà dans la salle d'embarquement. Je suis arrivé au portique pour passer le contrôle de sécurité. C'était la dernière étape. Il n'y avait personne d'autre. Alors les membres de la sécurité me fixaient tous pendant que je m'approchais d'eux. Ma démarche devait être parfaite. Je ne pouvais pas boiter. Je ne pouvais rien changer au plan. Dans ma tête, je me disais, c'est bon, ils ne peuvent rien voir, je peux le faire. Au portique, j'ai enlevé ma montre, j'ai sorti mes clés de ma poche et je les ai déposées dans leur panier. C'était le moment crucial, le point de non-retour. Et quand je me suis avancé pour passer le portique, le garde a pris son détecteur de métal et l'a passé devant moi. Puis dans mon dos. Là, j'ai compris que c'était à cause de mes lunettes. J'ai gardé mes lunettes. J'avais 26 ans à cette époque, et je n'avais même pas besoin de lunettes. Je les portais comme accessoire. Elles me donnaient l'air plus sérieux. Problème résolu. Plus de bip, plus d'alarme. J'avais passé le portique. J'avais réussi. C'est là que j'ai fait une erreur. Je me suis tourné vers le garde et je lui ai souri. Je ne savais pas que les Thaïlandais sont des gens très tactiles. Si vous leur souriez, ils vont vous toucher, ils sont très amicaux. Alors le garde m'a touché le dos en me disant d'aller prendre mon avion. Je n'ai pas senti sa main, parce qu'en fait, il ne me touchait pas. Il touchait l'un des paquets d'héroïne. Et voilà, c'était fini. Ils ont déboutonné ma chemise. À ce moment-là, ils ont compris que j'avais une très grande quantité d'héroïne sur moi. Ils étaient survoltés. Ils arrachaient les blocs de drogue aussi vite que possible pour peser leur butin. Au final, il y en avait pour 4,7 kg. Je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Ensuite, ils sont tous sortis de la salle. Je me suis retrouvé complètement seul avec toute cette héroïne posée devant moi. Je savais que je ne m'en tirerais pas. Je savais que c'était fini pour moi. Il n'y aurait pas de mariage, pas d'argent, pas de succès, rien du tout, plus jamais. Tout était parti en fumée. Puis d'un coup, j'ai eu une illumination. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'ai avalé l'héroïne. Je n'avais même pas d'eau.
Rapidement, j'ai senti que je commençais à m'endormir. Et je savais que je n'allais pas me réveiller. Mais c'était très bien comme ça. J'avais décidé de mourir. Hé, vous dormez? Oui. Ensuite, on m'a emmené au poste de police. Allez, on y va. La camionnette s'est arrêtée. Un policier a ouvert la porte et à ce moment précis, j'ai commencé à lui vomir dessus. Je haletais. Je vomissais l'héroïne. Des bulles blanches. Et l'homme sur lequel je venais de vomir s'est approché. Je savais qu'il allait me coller une raclée. Mais il m'a pris par les épaules pour me réconforter. Et il m'a dit « Ne vous en faites pas, ça va aller. » Et voilà, j'ai craqué. J'ai craqué comme un gamin. Cette gentillesse, je ne pouvais pas la supporter. J'étais assis à l'arrière du van avec un fusil pointé sur moi. Après une demi-heure de route, le chauffeur s'est arrêté devant une grande porte métallique. J'ignorais où nous étions. En entrant, un bruit m'a interpellé, celui des chaînes qui s'entrechoquent. Ici, certains prisonniers étaient enchaînés. Je me suis demandé quel type de crime il fallait avoir commis pour être enchaîné comme ça. J'ai vite trouvé la réponse. Ces grosses menottes de métal qui emprisonnaient vos chevilles, ça vous enlevait toute humanité. En Australie, même les animaux ne sont pas enchaînés comme ça. J'ai demandé combien de temps je dois les garder. 2 ans. 2 ans? Je pensais qu'il se moquait de moi. Mais non. Puis le bruit a commencé. Le vrai bruit. Il y avait des cris. Des cris, des plaintes, des hurlements. J'avais peur. Ils étaient si nombreux. Puis on m'a poussé dans une pièce et le garde a refermé la porte en acier derrière moi. Je me suis mis à frissonner. Cette fois, j'étais bel et bien enfermé. J'avais l'impression d'étouffer. La cellule était pleine. J'étais obligé de me mettre entre les pieds des autres prisonniers. Le sol était tellement recouvert de couches de gras et de sueur qu'on avait l'impression qu'il était en caoutchouc.
C'était l'endroit le plus sale que j'ai jamais vu. L'odeur était insupportable. Au milieu de tous ces gens, tous ces étrangers, comment est-ce que je pourrais vivre? Après 3 mois de prison, on m'a présenté devant le juge. Il parlait sans s'arrêter. Tout était en thaïlandais. J'étais terriblement frustré. Je voulais comprendre ce qui allait m'arriver. Puis j'ai entendu 40 ans. 40 ans de prison. Une éternité. C'était inconcevable pour moi. Si je passais 40 ans en prison, j'en sortais à 66 ans. C'était impossible, complètement impossible. Bang Kwang était la prison la plus sécurisée du pays. Il y avait un couloir de la mort. On y envoyait les meurtriers et les tueurs en série, les pires des criminels. Je venais d'arriver, mais j'avais déjà remarqué que tout était très organisé. Les gardiens passaient tout en revue, même les bouteilles d'eau. J'ai soif, je peux avoir de l'eau? Tu payes. Tu payes. Tout ce que je pouvais vendre, c'était mes chaussures. Ça m'a permis d'avoir assez d'argent pour un petit moment. Chaque gardien faisait ses propres affaires. Il fallait accepter leurs règles du jeu et obéir au doigt et à l'œil. Les gardiens rendaient justice en utilisant des méthodes bien à eux. Un jour, ils sont venus en effectif renforcé et ils ont sorti un des prisonniers. Ils ont prétexté qu'il avait fait rentrer de la drogue. Il les a suppliés de l'épargner, mais ils l'ont frappé au visage. C'était leur moyen d'envoyer un message. Voilà ce qui t'arrivera si tu ne nous obéis pas. Si tu veux obtenir quoi que ce soit ici, tu dois passer par nous. C'était pas des tendres. Ils étaient tout aussi violents que les prisonniers, si ce n'est pire. Mon but était de réussir à m'intégrer. À l'époque, je ne parlais pas un traître mot de thaïlandais. Mais je jouais un peu de guitare. La musique n'a pas de frontières, contrairement aux langues. Alors c'était plutôt efficace. If I told you I was fine, you'd know that I'd be lying. Ce qui me manquait le plus, c'était la voix de ma fiancée, Linda. Du coup, j'ai réussi à acheter un magnétophone. Mais comment dire à la personne qu'on aime, tu sais, cette vie dont tu rêvais, je n'en ferai pas partie. Je me suis mis à composer. Je lui envoyais régulièrement mes cassettes sans recevoir de réponse. Jusqu'au jour où un gardien est entré dans la cellule. Et toi? Viens. Normalement interdit. Une fois seulement. Merci. J'ai mis la cassette. Coucou Martine. J'espère que tu auras ma cassette. Merci pour les tiennes. J'aime tes chansons. J'espère que tu prends soin de toi, que tu gardes le moral. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu dois vivre là-bas. Je me suis effondré en larmes dès que j'ai entendu la voix de ma fiancée.
J'ai parlé à ta mère. Elle t'aime très fort. Je savais qu'elle ne m'attendrait pas. Elle était trop belle et trop jeune. C'était inévitable. Ici, rien n'a vraiment changé. C'est toujours la même routine. Aller au travail. Elle avait rencontré quelqu'un et voulait commencer une nouvelle vie. Je sais que tu vas t'en sortir. À bientôt. Ce qui était le plus difficile à gérer, c'était l'ennui. Il n'y avait rien à faire. Je passais mes journées assis, à me dire que c'était à ça que ma vie allait ressembler. Un jour, alors que j'étais dans la cour, un gardien est venu vers moi. Toi, lève-toi. Allez, Vous m'emmenez où? pas de question. Je n'étais absolument pas préparé à ce qui m'attendait. Le gardien m'a sorti de la prison. À l'extérieur, tout avait l'air très différent. C'était calme. C'était complètement irréel. Puis nous sommes arrivés dans un jardin rempli de fleurs. Il y avait une grande table à manger. Il y avait d'autres prisonniers de nationalités diverses. Tout le monde était bien habillé, avec des montres, des objets de valeur. Et ils mangeaient de la viande et des frites. Et ils avaient même un serveur. C'était surréaliste. Asseyez-vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes ici? Je lui ai répondu, c'est le moins qu'on puisse dire. Apparemment, il avait entendu une des chansons que j'avais écrites pour Linda. Il m'a dit, Nous aimerions l'entendre. If I told you I was fine, you'd know that I'd be lying. ils m'ont remercié. Ils aimaient beaucoup la chanson. What I had at the time. Et puis l'homme en bout de table a dit, Vous avez probablement une idée de ce que nous faisons ici. il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait expliquer tout ça, la drogue. Il voulait savoir si j'avais des contacts dans le milieu en Australie. Je n'avais pas une nouvelle de Freddy. Je ne savais pas comment le contacter. Je ne leur étais d'aucune utilité. Non, désolé. Dommage. Mais ils ont dit que, puisque j'étais déjà là, ils allaient me trouver quelque chose à faire pour eux. Je ne sais pas pourquoi je les intéressais. Ils voulaient probablement juste voir une nouvelle tête, rien de plus. Je savais qu'il fallait que je devienne l'un des leurs, quel qu'en soit le prix. J'allais trouver un moyen de me rendre utile. Après tout, c'était juste un nouveau travail de vendeur. Ces gens vendaient de la drogue aux autres prisonniers étrangers de Bangkwang. Les gardiens leur laissaient carte blanche parce qu'ils payaient très bien. Rapidement, je me suis retrouvé dans une cellule avec une télévision, une douche et seulement 5 autres personnes. C'était le luxe ultime. Mes nouveaux codétenus vendaient de l'héroïne? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça me dérangeait? Absolument pas. Personne ici n'était un enfant de cœur. On ne prenait pas vraiment de risques, parce que les gardiens étaient dans le coup. J'ai fonctionné comme ça pendant des années. J'avais évolué dans le système jusqu'à en devenir le chef. Hé, Martine! Les affaires étaient florissantes et mon travail, c'était de gérer tout ça.
Je n'avais même pas à me salir les mains. Je donnais des ordres aux gens et ils les exécutaient. Allô, c'est moi. La prison nous appartenait. Alors on a fait quelques travaux. On a fait construire un nouvel ensemble de cellules et on les appelait les garçonnières. Il y avait du beau carrelage au sol et des douches avec de l'eau chaude. On avait des consoles pour jouer aux jeux vidéo, du très bon chocolat, des glaces, tout ce qu'on voulait. On s'amusait bien pour des gens qui ne peuvent pas sortir de prison. En fait, j'aurais pu continuer à vivre comme ça pendant pas mal de temps. Merci beaucoup. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. J'entretenais mes relations avec les gardiens. Je sais que tu travailles dur et je voudrais vraiment te remercier. Alors c'est pour toi. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas surveiller chaque gardien en permanence. De façon complètement inattendue, tout s'est effondré. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. J'étais allé trop loin. Il m'a dit... Vous êtes transféré à Klong Pai. Mon sang s'est figé. Klong Pai était une prison au milieu des montagnes vers Korat, dans le nord. On m'avait dit que c'était là qu'ils envoyaient les types intenables. Les vrais fous. Le pire de l'humanité. Il a ajouté... Vous n'en sortirez pas vivant. Et je le croyais sur parole. Le plus dur, ce n'était pas qu'on m'ait retiré mes chaînes, mais que tout ce que j'avais gagné me soit retiré. J'avais passé 10 ans à construire et à organiser mon réseau, mes contacts, et j'étais de retour à la case départ. C'était horrible. Là-haut, dans les montagnes, je m'attendais au pire. Quand je suis arrivé, les gardiens se sont mis à ricaner. Ils avaient hâte de voir ce qui allait me tomber dessus. J'ai remarqué que certains prisonniers avaient le visage tatoué. On m'a dit que c'était les samouraïs. Samouraïs? Des drogués. Des drogués séropositifs qui ne vivront jamais assez vieux pour sortir de prison. Du coup, ils étaient prêts à tout pour améliorer un peu leur quotidien. Même s'il fallait tuer, ils n'avaient aucune limite. Je savais qu'ici, j'allais devoir me battre pour ma vie chaque jour. Il n'y aurait jamais de trêve. Jamais. C'est venu vite. J'étais aux toilettes. Il n'y avait pas de porte, ce qui est gênant au début, mais on s'habitue. Et tout à coup, juste à côté de moi, quelqu'un était en train de défoncer la tête d'un type avec un morceau de bois. Ça a duré une éternité. C'était vraiment horrible. J'ai entendu crier « C'est pas le bon !» Mechakuni, on s'est planté. À ce moment-là, j'ai compris qu'il s'était trompé de toilette. C'était moi qu'il visait.
Je l'avais échappé belle. J'étais encore enchaîné. Je ne pouvais rien faire dans cette prison. Il pouvait m'avoir tous les jours. Je devais sans cesse être sur le qui-vive. Dans ma tête, j'étais en guerre tout le temps. Mais à force d'être sur les nerfs 24 heures sur 24, j'ai commencé à perdre un peu la tête. C'était inhumain. Et de pire en pire. Je ne pouvais pas m'en sortir. Petit à petit, j'ai sombré dans la folie. La situation était intenable. Je perdais vraiment les pédales. C'était insupportable. Pour la première fois, je me suis rendu compte que tous les problèmes que j'avais eus, tout ce qui n'avait pas marché dans ma vie, j'en étais responsable. J'ai compris que j'avais atteint l'apogée de mon existence. Ma mort dans cette cellule de prison en Thaïlande. Quelle magnifique réussite. Bravo. Bien joué, mon pote. Ma situation était lamentable. Je voulais mourir. Alors j'ai arrêté de manger. Au début, les gardiens ne m'ont pas pris au sérieux. Mais j'étais très sérieux. J'avais pris ma décision et je voulais aller jusqu'au bout. Après une semaine, je n'avais même plus faim. Au bout de 3 semaines, je perdais 1 kilo par jour. J'avais perdu toutes mes forces. Ils m'ont dit que j'étais en train de mourir. Mais ça, je le savais. J'avais pris ma décision. J'allais mourir, comme prévu. Tous les jours, les prisonniers musulmans priaient devant ma cellule. J'entendais leur appel à la prière. C'était un chant magnifique. Un chant calme, tranquille, qui m'apaisait toujours. Je savais que je pourrais aller jusqu'au bout. Un jour, j'ai ouvert les yeux et il y avait un Pakistanais assis juste devant ma cellule. J'ai dit bonjour. Comment tu t'appelles? Il m'a dit Habib. Le lendemain, Habib est revenu, mais cette fois, il avait apporté de l'eau de coco. Je lui ai dit « Non, non, merci. Je vais mourir. » Il a répondu « Pas possible. » Quoi? Qui es-tu pour me dire pas possible? Il a dit « Pas moi. » Allah. Pas possible. Je me suis énervé. Je lui ai dit de partir. Laisse-moi tranquille avec ta religion. Le lendemain, il était de retour. Il avait apporté le Coran et il m'a lu un passage qui disait « Ne te tue point, tu n'en as pas le droit. » Habib
me parlait de plus en plus. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à l'écouter. Il venait me voir tout le temps, tous les jours. Il me répétait toujours « Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Le matin de mon 31e jour sans manger, je me suis réveillé et je ne pouvais plus voir. J'avais perdu la vue. Je savais que mes yeux étaient ouverts, mais je ne voyais rien. C'était mon dernier jour à vivre. J'avais peur, j'avais vraiment peur. J'avais encore le choix. Je pouvais décider de mourir ou de vivre. Et pendant que je réfléchissais, j'entendais la voix de Habib. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et il avait raison. Je me suis dit que si je devais vivre, je devais complètement changer ma façon de vivre. Alors j'ai décidé de recommencer à manger et de devenir musulman. Cinq fois par jour, je devais m'arrêter pour faire mes ablutions, me nettoyer, m'habiller et prier dans une langue étrangère en arabe. Pour la première fois de ma vie, j'avais atteint une sorte de stabilité. Ces habitudes ont tout changé. Tout à coup, j'ai commencé à me dire que les murs de cette prison n'étaient pas là pour m'empêcher de sortir, mais plutôt pour empêcher le monde d'entrer, pour m'aider à réfléchir. C'était l'occasion de penser à des choses qui ne m'avaient jamais intéressé avant. J'ai passé 21 ans et 363 jours en prison. Presque 22 ans à 2 jours près. Et je pense que j'avais besoin de chacun de ces jours. Vous savez, 10 ans ne m'auraient pas suffi. 12 ans ne m'auraient pas suffi. Il me fallait tout. Maintenant, je vais essayer de mener une vie heureuse, une vie bénéfique. Je pourrais même faire du bien autour de moi. Je vais essayer. Mais une chose est absolument certaine. Je ne serai plus jamais un criminel.